Maman, je ne veux plus aller chez papa. Ces mots, murmurés d'une voix étouffée, ont transpercé mon cœur comme une lame invisible. C'était un soir gris à Laval, la pluie fine collait aux vitres et ma fille Justine, 16 ans, se recroquevillait sur le canapé. Ses yeux fuyants, brillants d'angoisse, semblaient porter un secret trop lourd pour son jeune âge. Je suis restée immobile, incapable de répondre tout de suite. Divorcée depuis 5 ans, j'avais pensé avoir trouvé un équilibre fragile. Justine vivait avec moi, mais son père avait un droit de visite un week-end sur 2. Je m'étais convaincue que malgré nos rancunes, il était important que ma fille garde un lien avec lui. J'avais tort. Justine n'était pas une adolescente comme les autres. Son autisme léger lui donnait ce rapport particulier au monde. Elle parlait peu, n'aimait pas les sorties, se réfugiait dans le dessin. Mais ces derniers mois, quelque chose avait changé. Ses yeux semblaient toujours emplis d'une peur sourde. Elle revenait de chez son père, plus renfermée encore, parfois avec des griffures sur les bras. Quand je lui demandais, elle répondait à peine « C'est rien, je suis tombée ». Mais son corps crispé, ses gestes nerveux, criaient une autre vérité. Je voulais croire que c'était simplement l'adolescence, la maladresse. Puis j'ai pensé à sa belle-mère, la nouvelle compagne de mon ex-mari. Peut-être qu'elle ne supportait pas Justine, qu'elle la repoussait, qu'elle la punissait d'une manière cruelle mais banale. Cette idée me rongeait déjà, mais la vérité que j'allais découvrir dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Un soir, en rangeant ses affaires, j'ai trouvé un petit carnet bleu dissimulé entre 2 piles de vêtements. Je savais qu'il s'agissait de son journal intime. J'ai hésité, le tenant entre mes mains tremblantes. Violenter son intimité me paraissait une faute. Mais l'instinct maternel a pris le dessus. Je devais comprendre ce qui rongeait ma fille. Les premières pages étaient inoffensives. Des fleurs dessinées, quelques mots sur ses rêves d'enfant. Mais plus j'avançais, plus l'écriture devenait tremblante, tachée de larmes. Et puis, je suis tombée sur ces lignes. Je ne veux pas aller chez papa. J'ai peur. Sa femme m'oblige à rester dans une pièce avec un homme que je ne connais pas. Il est vieux, il me fait peur. Je crie, mais elle dit que si je parle à maman, papa ne voudra plus jamais de moi. Alors je me tais. Je me suis effondrée sur la chaise. Mon souffle s'est coupé. Mes mains serraient le carnet si fort que mes ongles s'enfonçaient dans la couverture. Mon sang battait dans mes tempes. Je croyais mourir. Ce que je lisais n'était pas une simple dispute de famille, mais une trahison monstrueuse. Mon ex-mari, le père de Justine, permettait qu'on enferme notre fille avec des inconnus. Pourquoi? Pour de l'argent? Pour acheter je ne sais quelle paix dans son couple? L'idée me donnait la nausée. Je voulais hurler, renverser des meubles, détruire quelque chose pour évacuer cette douleur. Mais je suis restée assise, la tête entre les mains, les larmes coulant sans fin. Mon enfant, mon unique trésor, celle que j'avais protégée de 1000 regards durs, se retrouvait livrée aux griffes de ceux qui auraient dû veiller sur elle. À cet instant, la peur a laissé place à une énergie nouvelle, brute, brûlante. Je ne pouvais pas perdre une seconde de plus. J'ai attrapé mon téléphone, les doigts tremblants, et j'ai appelé Étienne, un vieil ami devenu avocat. Ma voix était hachée, presque incompréhensible. Il a compris l'urgence. « Attends-moi pas, fonce, j'arrive. » J'appelle la police. Alors j'ai pris ma voiture, sous la pluie battante de Laval. Le volant glissait sous mes mains moites, mes yeux brouillés de larmes fixaient la route sans vraiment la voir. Je priais en silence, suppliant que Justine tienne, qu'il ne soit pas trop tard. Mon cœur cognait si fort que je croyais qu'il allait éclater. En arrivant devant la maison de mon ex-mari, une lumière jaune filtrait encore par les fenêtres. Je me suis jetée hors de la voiture, j'ai frappé à la porte, crié le nom de ma fille. Pas de réponse. Plus je frappais, plus mon angoisse montait. Enfin, la porte s'est entr'ouverte. Il était là, mon ancien mari, le visage fermé, irrité. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Son ton tranchant résonnait comme une gifle. J'ai tenté de passer. Il m'a barré la route. Derrière lui, sa femme est apparue, les bras croisés, l'air supérieur. « Justine dort. Tu devrais rentrer », a-t-elle lâché, avec ce sourire glacé qui me fit frissonner. Mais je ne les ai pas crus. L'instinct d'une mère ne trompe pas. Une force inconnue m'a envahi. J'ai poussé de toutes mes forces, ils ont résisté, mais j'ai fini par franchir le seuil, hurlant le nom de ma fille.
La maison résonnait du vacarme de nos pas, puis soudain, un sanglot étouffé m'a guidée. Tout au fond, près de l'ancien débarras, une porte entr'ouverte laissait filtrer une lumière crue. Je me suis précipitée, j'ai arraché la poignée. La scène s'est figée dans mes yeux comme une photo maudite. Justine était recroquevillée au sol, ses joues gonflées de larmes, ses bras entourant son corps tremblant. En face d'elle, un homme corpulent inconnu sursauta à mon irruption. Un cri guttural est sorti de ma gorge. J'ai bondi sur Justine, l'arrachant à cette pièce, la serrant contre moi si fort qu'elle en tremblait davantage. Son corps glacé vibrait sous mes bras, son souffle coupé par la peur. « Maman est là, maman est là !» Je n'arrêtais pas de le répéter comme une incantation. À ce moment précis, la porte d'entrée s'est ouverte en fracas. Des voix puissantes ont résonné. « Police !» Étienne venait d'arriver, accompagné de 2 agents. Tout s'est enchaîné très vite. Cris, protestations, regards effarés. Mon ex-mari blêmissait, sa compagne éclatait en fausses larmes. L'homme inconnu tentait de se cacher. Mais le mal était déjà exposé au grand jour. Je suis restée agenouillée, serrant ma fille contre moi, les larmes ruisselant sur mes joues. Autour de nous, le chaos s'organisait. Mais dans mes bras, je ne sentais que son souffle saccadé, sa peur collée à ma peau. Et je me suis juré à cet instant qu'ils allaient payer. Que plus jamais Justine n'aurait à affronter seule cette terreur. Que moi, sa mère, je la protégerais jusqu'au bout. Quand je repense à ma jeunesse, j'ai parfois l'impression d'avoir vécu la vie d'une autre. Tout semblait alors si simple, si lumineux, comme si l'avenir ne pouvait être qu'un long chemin droit vers le bonheur. J'avais 20 ans, je travaillais déjà comme aide comptable dans une petite entreprise à Laval et je croyais encore aux contes de fées. C'est à cette époque que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Il s'appelait Marc. Grand, brun, souriant, il avait ce charisme qui attirait immédiatement l'attention. Nous nous sommes croisés lors d'une soirée d'été, organisée par des amis communs. Il m'a fait rire, il m'a fait danser, et je me souviens avoir pensé « Voilà un homme qui saura me protéger ». Quelle ironie avec le recul. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. La cérémonie à l'église de Laval, entourée de nos familles et amis, reste l'un de mes souvenirs les plus doux. J'avais choisi une robe simple, mais je me sentais belle. Lui, rayonnant, m'avait juré fidélité et respect. Je l'ai cru sans réserve. Les premières années ont été tendres. Nous n'étions pas riches, mais je savais me contenter de peu. Nous avions un petit appartement en centre-ville, un lit trop étroit, mais dans lequel nous rions jusqu'à tard le soir. Nous rêvions de voyages, de projets communs. Et puis un jour, Justine est arrivée. La grossesse avait été difficile, mais le moment où je l'ai serrée pour la première fois dans mes bras a balayé toutes mes peurs. Elle était fragile, déjà silencieuse, mais ses yeux sombres semblaient plonger droit dans mon âme. J'ai tout donné pour ce foyer. Je travaillais le jour, je m'occupais de Justine la nuit et je faisais en sorte que Marc n'ait à se soucier de rien. Je cuisinais, je lavais, je gérais les factures, convaincue qu'une bonne épouse devait savoir tenir une maison. Je pensais que ce dévouement renforcerait notre couple. Mais en réalité, il l'a étouffé. Peu à peu, Marc a changé. Ou peut-être était-ce moi qui, à force de sacrifices, commençais à voir ce que je refusais d'admettre. Ses sorties se faisaient plus fréquentes, ses colères plus dures. Il me reprochait de ne pas être assez disponible, de ne penser qu'à l'enfant. Moi, je m'excusais, je promettais de faire mieux, parce que je voulais que Justine ait un père présent, même si cela signifiait m'effacer un peu. Les années ont passé ainsi. J'endormais ma fatigue sous des sourires forcés, persuadée que c'était le prix à payer pour la paix familiale. Quand Justine a reçu son diagnostic, autisme léger, je me suis dit que c'était une épreuve envoyée pour tester notre amour. J'espérais que cette fragilité de notre fille allait nous rapprocher, mais cela a eu l'effet inverse. Marc s'est éloigné encore davantage, comme si le handicap de Justine le dérangeait, comme si elle n'était pas l'enfant parfaite qu'il aurait voulu présenter au monde. Je me suis donc retrouvée seule à tout porter, seule à rassurer ma fille quand elle avait peur du bruit, seule à la protéger des moqueries à l'école, seule à l'accompagner dans ses progrès. Pendant que je me battais, lui se plaignait. Il disait qu'il avait besoin de respirer, qu'il en avait assez de vivre dans une maison triste et silencieuse. Un soir,
Alors que je venais de passer des heures à calmer Justine après une crise, il m'a lancé d'un ton froid. « Je n'ai pas signé pour ça. » Cette phrase m'a transpercée. Je n'ai rien répondu, mais j'ai senti une première fissure profonde se tracer en moi. Le temps a fini par faire son œuvre. Nous nous disputions pour des détails, ou plutôt il criait et je me taisais. Puis, un jour, il est parti. Il avait rencontré quelqu'un d'autre, une femme plus jeune, plus libre, disait-il. Moi, je suis restée avec Justine, dans un appartement trop grand, soudainement, mais empli de son rire fragile. Le divorce a été douloureux, mais je n'ai pas voulu me battre pour l'argent ni pour les biens. Je voulais seulement protéger ma fille. J'ai obtenu sa garde et j'ai accepté que Marc la voie régulièrement. J'espérais encore qu'il serait au moins un père correct, que malgré tout, il tiendrait son rôle. Pendant longtemps, je me suis accrochée à ces souvenirs du passé, aux images de ce mariage heureux, au rire des débuts, comme à une bouée pour ne pas sombrer. Mais plus le temps passait, plus ces souvenirs se ternissaient, remplacés par la dure réalité. L'homme que j'avais aimé n'existait plus. Et aujourd'hui, en repensant à ces années, je me demande, avais-je été naïve ou bien avais-je simplement trop voulu croire au bonheur? Ce passé que je croyais douloureux, mais derrière moi, allait revenir me hanter. Parce que les choix de cet homme, mon ex-mari, allaient détruire l'innocence de Justine. Et moi, je n'étais plus la jeune épouse docile. J'étais devenue une mère prête à tout. Après le divorce, j'ai voulu croire à une forme de paix fragile. Marc avait reconstruit sa vie avec sa nouvelle compagne et moi, je me concentrais sur Justine. Nos échanges étaient cordiaux, parfois glacials, mais sans éclat. Je pensais qu'avec le temps, les rancunes s'effaceraient, que la routine d'une garde partagée suffirait à maintenir un semblant d'équilibre. Mais très vite, les premières failles sont apparues. Elles n'étaient pas toujours évidentes, pas toujours spectaculaires. Elles se glissaient dans le quotidien, insidieuses. Ce furent d'abord des regards. Ces regards que je surprenais quand je venais déposer Justine chez son père. Un mélange de mépris et d'impatience, comme si je dérangeais, comme si ma simple présence rappelait quelque chose d'encombrant. Sa nouvelle épouse, Céline, excellait dans cet art. Ses sourires polis étaient trop figés, ses yeux m'évaluaient comme on jauge un fardeau. Puis vinrent les remarques. Au début, anodine, « Elle est encore si fermée, ta fille », disait Céline devant moi, comme si Justine n'était pas la sienne aussi quand elle franchissait la porte de leur maison. Ou encore, « Elle ne sait toujours pas se débrouiller seule à son âge ». Des phrases lancées d'un ton faussement compatissant, mais qui me lacéraient le cœur. Marc, lui, restait silencieux ou hochait la tête, comme s'il approuvait, comme si la fragilité de Justine n'était qu'un défaut imputable à ma manière de l'élever. Une fois, il m'a dit d'un ton sec, « Tu la couves trop, tu en fais une incapable. » J'ai serré les dents, je n'ai pas répondu, parce que je savais que m'emporter ne servirait à rien, sinon à donner raison à leur jugement. Pourtant, ces humiliations s'accumulaient. Quand je venais chercher Justine le dimanche soir, je la retrouvais souvent habillée différemment, ses affaires jetées dans un sac plastique, sans soin. Elle a encore taché son manteau, tu devrais lui apprendre la propreté, me lançait Céline avec un sourire. Derrière cette remarque se cachait un reproche plus profond. Ta fille n'est pas normale et c'est de ta faute. Je voyais aussi que Justine changeait. Elle revenait plus taciturne, le regard vide, comme si elle avait laissé une part d'elle-même là-bas. Parfois, elle se mettait à gratter ses bras jusqu'au sang. Je lui prenais les mains, je les serrais, je murmurais des mots doux, mais elle se refermait, s'enfermait dans son silence. Une fois, alors que je posais des questions avec insistance, elle a éclaté en sanglots et m'a crié « Arrête, maman !» C'était la première fois qu'elle haussait le ton contre moi. Mon cœur s'est brisé. Je me suis demandé si, malgré mes efforts, je ne devenais pas pour elle une source de pression supplémentaire. Les humiliations ne concernaient pas seulement Justine, mais moi aussi, directement. Quand je proposais de changer un week-end de garde pour cause médicale ou scolaire, Marc refusait sèchement. « Tu t'arranges », disait-il. Une fois, j'ai dû quitter mon travail précipitamment pour aller chercher Justine parce que lui avait oublié son obligation. Et quand j'ai osé protester, il a ricané. « Tu vois, tu n'es même pas capable de gérer. » Je me suis tue.
toujours, parce que je craignais que le moindre éclat n'ait des conséquences pour Justine. Je me disais que si je restais calme, si je laissais passer les remarques, au moins elle aurait encore un père. J'avais peur qu'un conflit ouvert ne la prive de cette figure, même imparfaite. Mais ce silence me rongeait. La nuit, seule dans mon lit, je ressassais chaque mot, chaque regard. Je me revoyais, tête baissée, encaissant les phrases acides comme si elles étaient méritées. Je me sentais devenir invisible, réduite à une ombre autour d'eux. Moi qui avais porté cette famille à bout de bras, je n'étais plus qu'un détail gênant, un obstacle à leur confort. Un jour, lors d'un rendez-vous scolaire, la professeure de Justine m'a confié qu'elle s'inquiétait. Elle est très fatiguée, très fermée. Parfois, elle sursaute quand on l'appelle trop fort. J'ai hoché la tête, incapable de dire que moi aussi, je voyais tout cela, mais que je n'arrivais pas à en comprendre la cause. En sortant, j'ai croisé Marc. Il avait été convoqué lui aussi. Devant l'enseignante, il a levé les yeux au ciel et a soupiré. On dramatise toujours avec elle. Comme si la souffrance de sa propre fille n'était qu'une exagération, une comédie. Je suis rentrée ce soir-là avec un poids immense. Dans le miroir, j'ai vu une femme fatiguée, les traits tirés, les yeux cernés, une femme qui avait sacrifié sa jeunesse, sa carrière, son énergie pour son enfant et qui, malgré tout, était jugée, méprisée, accusée de faiblesse. Mais le pire, c'était ce sentiment d'impuissance. Chaque fois que je pensais protester, je me heurtais à la peur. Peur que Marc me menace de réduire mes droits, peur que Justine soit encore plus perdue dans un conflit entre ses parents. Alors je me suis tue. Je me suis dit que l'amour maternel devait parfois passer par le silence. Mais ce silence, jour après jour, devenait une prison. Je me sentais spectatrice de ma propre vie, spectatrice de la douleur de ma fille. Et cette solitude-là, plus que les remarques ou les humiliations, commençait à me détruire. Je n'avais pas encore compris que ce n'était que le début, que derrière ces humiliations quotidiennes se cachait une vérité plus sombre encore, une vérité qui allait exploser en plein jour et bouleverser tout ce que je croyais connaître de mon ex-mari et de sa nouvelle femme. Les humiliations quotidiennes avaient déjà creusé en moi un vide immense, mais ce que j'allais découvrir dépassait tout ce que j'avais pu redouter. Je me souviens d'un samedi soir pluvieux, un de ces soirs où l'air est si lourd qu'il semble annoncer une tempête. Justine venait de partir chez son père pour le week-end. Elle n'avait pas dit un mot dans la voiture, ses doigts crispés sur la ceinture de sécurité, son regard fixé au sol. Quand elle est descendue, elle m'a lancé un rapide « Au revoir » sans me regarder. Son dos voûté, son pas hésitant m'ont glacé. Je suis rentrée seule. L'appartement était silencieux, trop silencieux. Comme pour combler ce vide, j'ai décidé de ranger un peu sa chambre. En repliant une pile de vêtements, un carnet est tombé d'un tiroir. Le même carnet bleu que j'avais déjà aperçu, mais que je n'avais jamais osé ouvrir. Cette fois-ci, je n'ai pas hésité. Les premières pages étaient anodines, griffonnées de dessins maladroits. Mais plus j'avançais, plus les mots devenaient chaotiques, les phrases décousues, la peur transparaissant entre chaque ligne. Et puis, brutalement, j'ai lu « Je n'aime pas aller là-bas. On me dit de me taire. On me met dans une chambre avec un monsieur que je ne connais pas. Je voudrais partir, mais on ferme la porte. On me dit que si je parle à maman, papa ne voudra plus jamais de moi. » Mes mains ont tremblé si fort que j'ai failli laisser tomber le carnet. J'ai dû m'asseoir, incapable de respirer. Tout s'est écroulé en un instant. Mes doutes, mes intuitions, mes peurs refoulées. Voilà la vérité, écrite noir sur blanc par ma fille. Une vérité insoutenable, que je n'aurais jamais imaginée, même dans mes cauchemars les plus sombres. Je me suis levée d'un bond, ivre de colère et de panique. Je voulais courir chez Marc, tout de suite, arracher Justine de cet enfer. Mais je savais qu'il fallait agir avec précaution, que je devais trouver de l'aide. Alors, les mains encore tremblantes, j'ai appelé Étienne, mon vieil ami avocat. Ma voix saccadée a suffi pour qu'il comprenne. « Ne fais rien seul, m'a-t-il dit. Attends-moi, j'appelle la police. » Mais attendre m'était impossible. Mon instinct de mère hurlait plus fort que la raison. Alors j'ai sauté dans ma voiture, la pluie battant le pare-brise, les essuie-glaces peinant à suivre. Chaque seconde me paraissait d'une éternité. Dans ma tête résonnaient les mots de Justine. « Si je parle à maman, papa ne voudra plus jamais de moi. »
Quelle cruauté fallait-il pour menacer ainsi une enfant déjà fragile? Quand je suis arrivée devant leur maison, mes jambes tremblaient. J'ai frappé à la porte de toutes mes forces. Personne n'a répondu. J'ai crié le nom de ma fille. La porte a fini par s'ouvrir. Marc se tenait là, le visage fermé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il craché. J'ai tenté de passer, il m'a bloqué. Derrière lui, Céline est apparue, un sourire glacé aux lèvres. « Justine dort, ne viens pas troubler la maison », a-t-elle lancé. Une rage sourde a explosé en moi. Je les ai bousculés, j'ai pénétré dans le couloir malgré leurs cris. Je ne voyais plus rien, sinon la nécessité de retrouver ma fille. Et puis j'ai entendu un sanglot, faible, étouffé venant du fond de la maison. Mes pas se sont précipités vers cette porte entr'ouverte, d'où filtrait une lumière jaune. Je l'ai poussée brutalement. Et là, j'ai vu Justine, recroquevillée dans un coin, les yeux rougis, ses bras entourant son corps. En face d'elle, un homme corpulent, inconnu, s'est figé en me voyant. Mon cri a déchiré l'air. J'ai couru vers ma fille, je l'ai arrachée de ce coin sombre, je l'ai serrée contre moi, son corps tremblant collé au mien. À cet instant, la porte d'entrée a claqué. Des voix fermes ont retenti. « Police !» Étienne venait d'arriver avec 2 agents. Tout est allé très vite. Les cris de Marc, les protestations feintes de Céline, l'homme arrêté, menotté. Le chaos régnait, mais au centre, il n'y avait que nous 2. Ma fille et moi, soudés dans une étreinte désespérée. Je me souviens avoir caressé ses cheveux, murmurant « C'est fini, ma chérie, je suis là ». Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini, qu'il faudrait désormais tout reconstruire et surtout se battre pour que justice soit rendue. Ce soir-là, dans cette maison qui n'était plus la mienne, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus de simples humiliations ou de querelles d'ex-conjoints. Il s'agissait d'un crime, d'une trahison insoutenable. Et qu'à partir de cet instant, je ne serai plus jamais spectatrice. Je deviendrai l'arme, le rempart, la voix de ma fille. Et cette promesse silencieuse, je l'ai gravée en moi comme une certitude, il ne s'en sortirait pas indemne. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'étais restée assise au bord du lit, Justine endormie contre moi, le visage encore marqué de larmes. Sa respiration irrégulière me rappelait sans cesse la peur qu'elle avait vécue, et mes pensées tournaient comme une tempête. Les images de la scène revenaient encore et encore. Cette pièce sombre, ce corps étranger face à ma fille, le regard glacé de Marc quand j'ai franchi le seuil. Chaque détail était gravé dans ma mémoire, brûlant comme une cicatrice à vif. J'aurais voulu m'écrouler, hurler, disparaître dans le néant. Mais je n'en avais pas le droit. Je n'avais pas le choix. Je devais tenir pour elle. Pourtant, au fond de moi, un combat féroce faisait rage. Une voix me soufflait que tout cela était trop lourd, que je n'y arriverais pas, que ces gens avaient trop de pouvoir, trop de moyens pour que ma vérité éclate. Une autre voix, plus tenace, me criait que renoncer serait trahir Justine une seconde fois. Je me suis levée, j'ai marché dans l'appartement plongé dans le noir. Mes pas résonnaient dans le silence comme un rappel cruel. Nous étions seuls. Aucun mari, aucun soutien familial, juste nous 2 contre un monde devenu hostile. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand je n'ai plus de force. Je me suis assise devant la fenêtre et j'ai prié. Pas une prière grandiloquente, mais un murmure, presque un souffle. Donne-moi la force. Fais que je ne flanche pas. Les heures se sont écoulées ainsi, entre prières et sanglots. Puis, au petit matin, j'ai pris une décision. Je ne me contenterai plus de subir, ni d'espérer que les choses s'arrangent toutes seules. Je me battrai, coûte que coûte. J'ai commencé par écrire. Sur un vieux cahier, j'ai noté tout ce que je savais, tout ce que j'avais vu et lu. Les phrases du journal de Justine, ses blessures sur les bras, ses silences après les week-ends, la scène dans la maison. Chaque détail devenait une pièce d'un puzzle macabre que je devais reconstituer. Écrire m'aidait à ordonner le chaos, à ne pas sombrer dans la folie. Ensuite, j'ai contacté Étienne. Nous avons parlé longuement à voix basse, comme si les murs pouvaient nous trahir. Il m'a expliqué la procédure, les plaintes possibles, les preuves nécessaires. Ces mots étaient froids, techniques, mais j'y trouvais une étrange consolation. Il y avait un chemin, miné, dangereux, mais un chemin vers la justice. Pourtant, la peur ne me quittait pas. Je craignais les représailles de Marc. Je savais sa capacité à manipuler, à se poser en victime, à inverser les rôles.
Je redoutais qu'il ne tente de discréditer Justine en jouant sur sa fragilité, qu'il ne me fasse passer pour une mère hystérique. Ces scénarios tournaient en boucle dans ma tête, m'empêchant de respirer. Les jours suivants furent une suite de nuits blanches et de journées lourdes. J'observais Justine comme jamais, chaque geste, chaque expression. Je voyais sa peur encore présente, mais aussi une lueur. Elle savait désormais que je l'avais entendue, que je l'avais crue, que je m'étais battue pour elle. C'était fragile, mais c'était un début. Je me surprenais parfois à me demander, aurais-je dû découvrir plus tôt? Était-ce ma faute si elle avait enduré cela en silence? Ces questions me déchiraient, mais je refusais de m'y attarder. Si je m'effondrais, je perdrais tout. Alors, j'ai continué à avancer, pas à pas. J'ai pris rendez-vous avec un psychologue spécialisé dans les traumatismes de l'adolescence. J'ai discrètement consulté un médecin pour faire constater les marques sur son corps. J'ai gardé des copies du carnet bleu. Chaque geste me rapprochait d'un procès que je n'avais pas choisi, mais qui devenait inévitable. Parfois, la nuit, je repensais à ma vie d'avant, à cette jeune femme naïve qui croyait qu'un mariage durerait toujours, qui pensait qu'un homme prendrait soin d'elle et de son enfant. Cette femme n'existait plus. À sa place se tenait une autre. Une mère guerrière, épuisée, mais résolue. Et dans le silence de mon appartement, j'ai compris une chose essentielle. Je ne cherchais plus seulement à protéger Justine. Je cherchais à lui montrer qu'on peut se relever, qu'on ne doit jamais accepter l'injustice, qu'une voix même tremblante peut briser le silence. Ce fut ma prise de conscience, mon point de non-retour. Je ne serai plus jamais la femme effacée qui baisse les yeux. Désormais, chaque nuit blanche, chaque larme, chaque mot écrit sur ce cahier devenait une arme. Une arme contre ceux qui avaient voulu réduire ma fille au silence. Et je savais que le jour viendrait où je devrais m'en servir. À partir de ce moment, ma vie est devenue une mécanique réglée au millimètre. Chaque geste, chaque décision, chaque mot comptait. Je ne pouvais plus me permettre l'erreur. Marc et Céline savaient jouer aux innocents. Ils savaient manipuler. Moi, je n'avais que ma détermination et la vérité de Justine. Mais il fallait que cette vérité soit entendue, reconnue, prouvée. J'ai commencé par le plus urgent, protéger ma fille. Avec l'aide d'Étienne, j'ai déposé une main courante et demandé une restriction des droits de visite de Marc. Ce n'était qu'une première étape, mais cela empêchait déjà Justine de retourner dans cette maison. Rien que cette victoire provisoire m'a donné un souffle d'air. Pour la première fois depuis des mois, elle a pu passer ses week-ends sans angoisse, sans préparer son sac à contre-cœur. Elle dormait mieux, ses cauchemars s'estompaient peu à peu. En parallèle, j'ai accumulé les preuves. Je photographiais discrètement les blessures encore visibles sur ses bras. J'ai fait des copies du carnet bleu et les ai rangées dans une enveloppe cachetée. J'ai demandé à un médecin de constater officiellement l'état psychologique de Justine. Chaque document devenait une brique solide dans le mur que je construisais contre eux. Mais cela ne suffisait pas. Je savais que Marc allait contre-attaquer. Il était capable de tout pour sauver son image. Alors j'ai pris les devants. Je suis allée consulter un notaire, pas seulement pour des questions de patrimoine, mais aussi pour préparer l'avenir. Je voulais que, quoi qu'il arrive, Justine ait un filet de sécurité. J'ai fait transférer mes modestes économies sur un compte à son nom, inaccessible à quiconque sauf moi. Je ne voulais plus que notre vie dépende de quelqu'un d'autre. Chaque rendez-vous était une épreuve. Je m'asseyais dans ses bureaux froids, je signais des papiers, je posais des questions, tout en dissimulant ma tempête intérieure. Aux yeux des autres, j'étais une femme calme, rationnelle. Mais en moi brûlait une rage glacée. Étienne m'a conseillé de ne pas me contenter d'une plainte isolée. « Il faut verrouiller tout », m'a-t-il dit. « Documents, témoignages, expertise. Plus ce sera solide, moins ils auront de marge. » Alors j'ai suivi ses conseils à la lettre. Je me suis rendue au commissariat plusieurs fois. J'ai répété mon histoire devant des officiers parfois sceptiques, parfois compatissants. Chaque fois, je sortais de là épuisée, mais déterminée. Je savais aussi que je devais garder un masque. Avec Marc et Céline, je faisais semblant d'être la même qu'avant. Au téléphone, je parlais poliment, je ne montrais rien. Je laissais croire que j'étais encore la femme docile qui encaisse. Ce rôle me coûtait cher, mais il me permettait de gagner du temps.
Pendant qu'il me croyait résigné, je tissais ma toile. Un soir, j'ai ouvert mon cahier et j'ai commencé à rédiger une sorte de testament. Pas seulement en termes de biens matériels, mais un texte dans lequel je laissais mes volontés claires. Que Justine ne soit jamais confiée à son père. Que tout ce que je possédais, aussi modeste soit-il, lui revienne. Écrire ces mots m'a arraché des larmes. J'avais l'impression de signer un contrat avec moi-même. Même si je devais tomber, ma fille serait protégée. La préparation n'était pas seulement administrative, elle était aussi psychologique. J'ai appris à respirer profondément quand la peur montait, à canaliser ma colère. Je notais mes émotions dans un carnet pour ne pas les laisser me submerger. Je voulais que le moment venu, devant un juge ou devant Marc, je puisse rester droite, imperturbable. Justine, elle, sentait que quelque chose changeait. Elle me regardait avec ses grands yeux sombres, comme si elle découvrait une autre facette de moi. Parfois, elle posait sa main sur la mienne et murmurait « Merci maman ». Ces mots simples me donnaient une force inouïe. Les semaines passaient et chaque jour ajoutait une pierre à l'édifice de ma revanche. Non pas une revanche bruyante, faite de cris ou de scandales, mais une revanche silencieuse, patiente, inéluctable. Je ne cherchais pas à les humilier publiquement, je voulais quelque chose de plus profond, que la justice les prive de ce qu'ils croyaient contrôler, que leurs mensonges s'écroulent sous leur propre poids. Je me souviens encore de ce rendez-vous chez le notaire, un matin froid de janvier. J'étais assise face à lui, expliquant calmement que je voulais mettre mon appartement en vente. Ce n'était pas une grande propriété, mais c'était le seul bien qui portait encore ma signature. Je voyais déjà plus loin. Si un jour Marc essayait de me déposséder, il n'aurait plus rien à saisir. Tout serait déjà transformé, sécurisé. Le notaire m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. « Vous savez ce que vous faites ?» J'ai répondu d'une voix ferme. « Oui, je sais. » En sortant, j'ai levé les yeux vers le ciel gris. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie maîtresse de ma vie. La préparation minutieuse, c'était ça. Chaque papier signé, chaque rendez-vous caché, chaque mot noté dans un dossier. J'étais en train de bâtir une citadelle invisible, derrière laquelle Justine et moi pourrions enfin respirer. Et tandis que mes adversaires se complaisaient dans leur arrogance, convaincus que je resterais à jamais une femme faible, je savourais en secret l'idée du jour où le piège se refermerait. Ce jour approchait. Je le sentais. Je n'ai jamais oublié ce matin-là. L'air avait une lourdeur étrange, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Après des mois de préparatifs silencieux, après tant de nuits blanches et de démarches secrètes, le moment était venu. J'avais entre mes mains un dossier solide. Les copies du journal de Justine, les photos de ses blessures, les attestations médicales et psychologiques, les témoignages recueillis avec l'aide d'Étienne. Tout était prêt. Le juge avait fixé l'audience pour examiner la garde et les accusations portées contre Marc et Céline. Ils ne se doutaient de rien. Je le voyais dans leur attitude, dans leur regard assuré chaque fois que nous nous croisions. Ils me pensaient encore soumise, écrasée, prête à encaisser en silence. Mais ce jour-là, quand nous sommes entrés dans la salle d'audience, j'ai senti le vent tourner. Marc est arrivé le premier, costume sombre, mine hautaine. Céline l'accompagnait, talons claquant sur le sol, sourire figé, comme si elle assistait à une pièce de théâtre dont elle croyait connaître la fin. Ils se sont assis en face de moi, leur regard lançant des éclairs. Je suis restée droite, imperturbable, les mains posées sur mon dossier. Justine, trop fragile pour assister à l'audience, était restée sous la garde d'une psychologue. Le juge a pris place. Le silence s'est abattu, puis Étienne s'est levé, voix ferme, claire, implacable. Il a déroulé les faits, un à un, méthodiquement. À mesure qu'il parlait, je voyais les visages de Marc et Céline se tendre. Le journal intime fut évoqué, les pages lues à voix haute dans ce silence glacé. Les photos projetées, les attestations lues par le greffier. Chaque mot était une gifle, chaque preuve une pierre qui venait s'effondrer sur leur édifice de mensonges. Marc s'est levé brutalement, criant que tout cela était inventé, que j'avais monté Justine contre lui, mais sa voix sonnait creuse. Céline, elle, avait pâli, ses mains tremblaient sur ses genoux. Leur assurance se fissurait à vue d'œil. Le juge a levé la main pour ramener le calme, et j'ai alors pris la parole. Ma voix était basse,
mais ferme. Pendant des années, j'ai supporté vos humiliations, vos menaces voilées. Mais là, c'est ma fille, et jamais je ne permettrai qu'on lui fasse du mal. Je n'ai pas crié. Je n'avais pas besoin. Mon calme contrastait avec leur agitation. Et dans ce contraste, toute la salle avait compris où se trouvait la vérité. Puis vint le moment où la décision fut prononcée. Suspension immédiate des droits de visite de Marc, enquête judiciaire ouverte, Céline assignée à résidence sous contrôle et surtout protection renforcée pour Justine. Leurs visages à cet instant furent pour moi une délivrance. Marc, bouche bée, incapable de répliquer. Céline effondrée, balbutiant des justifications absurdes. Ils avaient perdu. Moi, je n'ai rien dit. Je suis restée silencieuse, le regard droit. À l'intérieur, pourtant, je tremblais. Pas de joie, pas d'euphorie. Plutôt une gravité immense. Le piège s'était refermé, oui. Mais à quel prix? Quand je suis sortie du tribunal, Étienne m'a posé une main sur l'épaule. « Vous avez gagné la première bataille », a-t-il murmuré. Je l'ai remercié d'un signe de tête. Mais je savais qu'il avait raison. Ce n'était qu'un début. L'enquête allait être longue, douloureuse. Pourtant, une chose était certaine. Justine n'aurait plus jamais à franchir cette porte, à affronter seule ses terreurs. Et pour moi, ce moment de silence dans la salle, ce basculement irréversible, fut une victoire. Pas une victoire éclatante, mais une victoire silencieuse. Celle qui laisse les coupables nus face à leurs actes et qui rend à une mère la dignité qu'on voulait lui voler. Ce jour-là, je me suis promis de ne plus jamais reculer. Après l'audience, tout s'est accéléré, comme si les cartes que Marc et Céline avaient patiemment alignées s'étaient soudain envolées dans une tempête. Leur monde s'effondrait, et avec lui, l'illusion d'une famille recomposée solide et respectable. Les premières fissures sont apparues dès la sortie du tribunal. Marc, furieux, avait hurlé sur Céline dans le couloir, l'accusant de l'avoir entraînée dans ce désastre. Elle, blême, s'était défendue maladroitement. « C'est toi qui voulais de l'argent, c'est toi qui as fermé les yeux. » Leur voix résonnait si fort que les passants se retournaient. Moi, je suis passée devant eux sans un mot, tenant mon sac contre moi, droite malgré le tremblement de mes jambes. J'avais l'impression d'assister à la chute d'un édifice que je savais fragile depuis longtemps. Les jours suivants, j'ai appris que la police avait ouvert une enquête approfondie, des auditions, des perquisitions, des interrogatoires. Les voisins, autrefois indifférents, racontaient maintenant qu'ils avaient souvent entendu des cris étouffés dans la maison de Marc. Les langues se déliaient. Les mensonges accumulés depuis des mois, peut-être des années, ressortaient à la lumière. Très vite, l'unité de façade entre Marc et Céline vola en éclats. Ils commencèrent à se rejeter la faute. Céline affirmait que tout était l'idée de Marc, qu'elle n'avait fait qu'obéir par peur. Lui répliquait que c'était elle la manipulatrice, qu'il n'avait rien vu. Leurs disputes se transformèrent en témoignages contradictoires devant les enquêteurs. Chacun tentait de sauver sa peau, quitte à enfoncer l'autre. Cette guerre interne les détruisait peu à peu. Céline retourna vivre chez ses parents, incapable de supporter la honte publique. Marc, isolé, perdit son emploi. L'entreprise où il travaillait ne voulait pas garder un homme au centre d'un scandale pareil. Lui qui s'était toujours montré si fier, si arrogant, se retrouvait seul, rongé par la colère. Je ne jubilais pas. Non, ce n'était pas de la joie que je ressentais. Plutôt une lourde gravité. Car derrière cette décomposition, il y avait ma fille, ses cicatrices invisibles, son regard encore fuyant. Elle savait, d'une certaine façon, que son père l'avait trahie. Même si je faisais tout pour l'entourer d'amour, il restait en elle une faille, une blessure profonde. Pourtant, un changement s'opérait chez Justine. Petit à petit, elle reprenait confiance. Elle dessinait de nouveau, remplissant des feuilles entières de couleurs. Elle parlait davantage avec sa psychologue, osant mettre des mots sur ce qu'elle avait enduré. Moi, je l'écoutais, je l'accompagnais, je séchais ses larmes. Chaque progrès, aussi minime soit-il, me donnait la certitude d'avoir fait le bon choix. Autour de nous, la famille élargie réagissait diversement. Certains cousins de Marc me téléphonèrent, m'accusant de vouloir détruire sa vie. D'autres, au contraire, m'écrivirent des messages de soutien discrets, reconnaissant qu'ils avaient toujours perçu chez lui une froideur inquiétante. Ma propre famille, longtemps restée en retrait, me serrait enfin dans ses bras.
comme si mes combats leur faisaient redécouvrir la force de mon amour maternel. Mais la vérité, c'est que je me sentais étrangère à tout ce tumulte. J'observais l'effondrement de Marc et de Céline de loin, comme depuis une rive opposée. Je ne voulais pas sombrer avec eux. Leur haine, leurs mensonges, leurs querelles ne m'appartenaient plus. Je me concentrais sur une seule chose, reconstruire une vie pour Justine et moi. Je revois encore cette scène, quelques semaines après l'audience. J'étais au marché de Laval, choisissant des fruits, quand une vieille connaissance s'est approchée. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit doucement « On parle beaucoup de ton ex-mari, mais toi, tu as eu du courage. » Ces mots simples ont résonné en moi. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie comme une victime, mais comme une femme debout qui avait tenu bon. Et c'est là que j'ai compris. Ma véritable victoire ne se trouvait pas seulement dans les décisions du tribunal ou dans la chute de Marc et Céline. Elle se trouvait dans cette distance que j'avais gagnée. Eux s'enfonçaient dans leurs mensonges et leurs rancunes. Moi, je m'en détachais. Le soir, quand Justine dormait, je m'asseyais près de la fenêtre. Je regardais les lumières de la ville s'éteindre peu à peu. J'entendais au loin le tumulte des vies des autres, mais autour de nous, il y avait un silence doux. Ce silence n'était plus celui de l'oppression, ni de la peur. C'était celui d'un nouveau départ. Je savais que tout n'était pas fini. L'enquête suivait son cours, les audiences s'enchaîneraient, et je devrais encore affronter les regards, les souvenirs douloureux. Mais déjà, je n'étais plus la même. La famille que j'avais cru construire s'était écroulée, révélant ses failles, ses mensonges, ses trahisons. Moi, je regardais cet effondrement avec une distance nouvelle. Je n'étais plus prisonnière de ce chaos. J'étais ailleurs déjà, avec Justine. Et dans ce détachement, j'ai trouvé une forme de paix inattendue. Lorsque l'enquête toucha à sa fin et que les audiences furent terminées, j'ai senti qu'un cycle se refermait. Non pas que la douleur s'évanouissait, certaines blessures restent à jamais gravées, mais j'avais besoin d'air, d'espace, de recommencer ailleurs. Laval, avec ses rues que je connaissais par cœur, ses murs témoins de mes larmes et de mes combats, était devenu trop étroit, trop chargé de souvenirs. J'ai pris une décision que beaucoup auraient jugée radicale, vendre l'appartement et partir. Étienne m'a aidé à régler les formalités. En quelques semaines, tout fut bouclé. Avec Justine, nous avons fait nos cartons dans un mélange de fatigue et d'excitation. Je la voyais déposer dans les boîtes ses dessins, ses peluches qu'elle n'avait jamais voulu quitter. Elle avait encore ce regard inquiet, mais aussi une petite lueur nouvelle, comme une promesse. Nous avons trouvé refuge dans une petite maison près de la côte atlantique, à Pornic. Une maison simple, blanchie à la chaux, avec un jardinet et surtout la mer à 2 pas. La première fois que Justine a respiré l'air iodé, elle est restée immobile, fascinée. Puis elle a esquissé en sourire timide. C'était la première fois depuis longtemps que je la voyais sourire ainsi. Les jours ont commencé à prendre une autre couleur. Nous sortions marcher le long des quais, main dans la main. Justine s'arrêtait pour regarder les bateaux, noter leurs noms sur un carnet. Parfois, elle dessinait la mer, le ciel, les mouettes. Ses gestes restaient fragiles, mais la peur dans ses yeux s'estompait peu à peu. Moi aussi je redécouvrais la vie. Je m'autorisais à savourer les petites choses, un café chaud le matin, le parfum des pins, le bruit des vagues le soir. Après tant d'années à courir, à me battre, à survivre, je retrouvais le goût de ralentir. Nous avons fait connaissance avec quelques voisins. Une vieille dame, Madeleine, passait souvent devant notre maison avec son chien. Elle s'arrêtait, parlait doucement à Justine, lui offrait parfois des fleurs de son jardin. Un couple de pêcheurs nous apportait du poisson frais. Ces gestes simples, bienveillants, nous rappelaient que le monde n'était pas seulement fait de cruauté. Un soir d'été, à l'heure que le ciel se teignait de rose, je me suis surprise à réfléchir au pardon. Pouvais-je pardonner à Marc, à Céline ? Pouvais-je pardonner l'impardonnable ? Je n'ai pas trouvé de réponse claire, mais je savais une chose, je ne voulais plus que ma vie soit empoisonnée par la haine. J'avais choisi la justice, pas la vengeance. Le reste, le temps en déciderait. Ce nouveau départ ne gommait pas tout. Les cicatrices restaient. Justine continuait sa thérapie. Il y avait encore des nuits où elle se réveillait en sursaut.
des jours où elle s'enfermait dans le silence. Mais chaque progrès, chaque rire, chaque pas dehors était une victoire. Et moi, je sentais renaître une part de moi que j'avais oubliée. Une femme qui n'était pas seulement mère, mais aussi un être libre, capable de marcher la tête haute. Une femme qui avait traversé la honte, l'humiliation, l'injustice, et qui, malgré tout, continuait à avancer. Un matin, en regardant Justine dessiner sur la terrasse, j'ai compris que nous étions enfin en sécurité. Notre vie n'était pas parfaite, mais elle nous appartenait, et cette liberté retrouvée valait plus que toutes les victoires. Dans le calme de cette petite ville côtière, je redécouvrais la paix. Pas une paix naïve, mais une paix construite sur la douleur surmontée. Une paix qui me donnait la force de croire en demain. Les mois ont passé, et dans notre petite maison au bord de la mer, la vie a trouvé un rythme nouveau. Justine grandissait, lentement mais sûrement, comme une plante qu'on arrose chaque jour de patience et de tendresse. Ses cicatrices n'ont pas disparu, ni celles de sa peau, ni celles de son cœur, mais elle avait désormais un espace pour guérir. Je la voyais parfois assise face à l'océan, son carnet posé sur les genoux, le crayon courant sur le papier. Elle dessinait les vagues, les oiseaux, les phares. Dans ses traits hésitants, je lisais une forme de renaissance. Et moi, que restait-il de tout ce parcours ? Je me posais souvent la question. Quand je repensais à Laval, à cette vie d'avant, je revoyais une femme courbée, prête à tout supporter par peur de perdre l'illusion d'une famille. Aujourd'hui, ce reflet-là ne me ressemblait plus. J'étais devenue quelqu'un d'autre, forgée par l'épreuve, habitée par une détermination que je n'aurais cru posséder. Pourtant, cette victoire avait un prix, le prix de la solitude. Je ne me faisais pas d'illusions. Ma famille éclatée ne se reconstituerait jamais. Marc s'était enfermé dans ses mensonges, Céline avait disparu dans l'ombre de sa honte. Et moi, j'avais choisi de m'éloigner définitivement de ce chaos. Ce détachement était nécessaire, mais il laissait un arrière-goût amer, une mélancolie sourde, comme si j'avais laissé une part de moi-même dans ces ruines. Un soir d'automne, alors que le vent battait les volets et que Justine dormait paisiblement, je me suis assise seule devant la fenêtre. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé remonter tous les souvenirs. Les humiliations, les menaces, les regards froids, et enfin ce moment où j'avais arraché ma fille des griffes de l'horreur. Tout cela formait un long chemin, douloureux mais cohérent, qui m'avait mené jusqu'ici. Et là, dans ce silence habité par le grondement de l'océan, j'ai prononcé pour moi-même les mots que je n'avais encore jamais osé dire à voix haute. Le silence peut aussi être une forme de justice. Oui, parce que je n'avais pas eu besoin de hurler, ni de me venger dans le fracas. J'avais construit ma revanche dans la patience, dans l'épreuve accumulée, dans le courage discret. Je les avais laissés s'enfoncer dans leurs mensonges jusqu'à ce que la vérité éclate d'elle-même. Mon silence, celui que j'avais tant subi, s'était transformé en arme. Je n'étais pas triomphante, je n'avais pas gagné une guerre éclatante, mais j'avais obtenu ce qui comptait, la sécurité de ma fille, la possibilité d'un avenir. Et dans ce monde souvent injuste, c'était déjà immense. Je sais que d'autres femmes vivent ce que j'ai vécu, des femmes qui se taisent, par peur, par fatigue, par amour aussi. À celles-là, j'aimerais dire, le silence n'est pas toujours une défaite. Parfois, il devient une force, une manière d'attendre le moment juste pour agir. Mais il faut un jour se lever, parler, se battre. Ma vie désormais se résume à cela, avancer doucement, entourer Justine de tout l'amour dont je suis capable et goûter à la paix fragile que nous avons su conquérir. Parfois, quand je marche sur la plage, les cheveux battus par le vent, je sens une larme couler. Ce n'est pas de tristesse seulement, mais aussi de relâchement. Parce que malgré tout, nous sommes encore là. Et je me redis alors que, oui, le silence peut être une forme de justice, mais qu'il faut aussi un jour oser briser ce silence pour sauver ceux qu'on aime. C'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui, aujourd'hui encore, me permet de regarder la mer sans baisser les yeux.